Donc tu passes, on a déjà fait les premières étapes. Je gouverne. Attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de... C'est lent? Il y a un temps de réaction? Non, normalement non. Parce que là, j'ai déjà fait la même chose sur l'écran. Et là, c'est pas moi la flèche. Mais il ne fallait peut-être pas les mettre en plein écran. Ah. Parce que très souvent, en plein écran, ça ne fonctionne pas bon, tu le remets le diaporama. Revenez en arrière, croyez-moi. Oui, ah oui. non, ça y est là. Oui, mais parce qu'on a enlevé la présentation en plein écran. Oui, bien sûr. Bon, ça, on l'a fait, donc on n'en est plus là. Tu peux encore passer. Tu me dis où tu touches pour passer et je le ferai. Ok, vas-y. Ok. Voilà. J'ai écrit tout petit, c'est dommage. Je pensais qu'on allait avoir un écran géant et je ne travaille pas normalement dans d'aussi mauvaises conditions. Mais là, il faut que je sois pas loin pour le micro. Pas trop loin, non. C'est une série de contraintes. Voilà, en fait, donc peut-être que parmi vous, la dernière fois que je l'ai présenté, c'était au séminaire au colloque de sémiotique visuelle à Liège, où tu m'avais invité. Mais entre-temps, c'était il y a 8 ans, entre-temps, j'ai retravaillé ce sujet avec d'autres approches. Donc aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est d'autres approches, bien que je m'appuie sur une certaine capitale. En tout cas, je travaille sur ce qu'on pourrait appeler des diagrammes topologiques. Pas que sur ça, évidemment, je fais plein de choses, mais notamment sur ça depuis très longtemps, avec différentes approches qui sont présentées là, des approches de type anthropologique, beaucoup de comparatisme dans un premier temps d'ailleurs, avec une notion que j'avais développée, qui a eu un succès moyen, qui s'appelait les iconotypes. C'était un mélange de la possibilité de faire image et d'images répétées. Des approches historiques, notamment de la paléontologie aujourd'hui, des approches de psychologie du développement, schémas, compétences, etc., avec une critique de la théorie des stades de Jean Piaget, une approche de psychologie expérimentale. J'ai fait des études de psychologie expérimentale avec de nombreux tests internationaux dans différents continents, notamment Amérique, Asie, Afrique, etc., mais Europe évidemment. Des approches transdisciplinaires. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'Institut de recherche en éducation des mathématiques de Paris 7, l'IREM, donc en géométrie, géographie et art, mais aussi sciences de l'information. Des approches transspécifiques, notamment éthologiques, avec du comparatisme chez les primates humains et non humains, notamment des chimpanzés et des bonobos éduqués, avec l'Université de Washington. Des approches psychocognitivistes, avec notamment la théorie des prototypes et des résumés cognitifs de Eleanor Roche, les neurosciences et sciences cognitives, avec les différents fonctionnements des activités cérébrales. À chaque fois, c'est 2-3 ans, parfois ça se continue tout au long de... Voilà, j'y ai consacré un long temps de ma vie. C'était au départ ma thèse de doctorat. Du comparatisme sémiographique, notamment avec les pictogrammes, idéogrammes et tout ce qui... Donc ça, c'était par rapport à ces systèmes-là, idéographiques et surtout pictographiques. Du comparatisme systémique, notamment avec des approches infocom sur la signalétique, la topologie notamment, et des approches cognitives et des systèmes de production de la réponse. C'est ce que j'avais présenté d'ailleurs à Liège sur les systèmes 1, 2 et 3 de Kahneman et Houdet. Et pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai travaillé avec le groupe, je travaille toujours avec le groupe de European Network of Visual Literacy, qui s'appelle donc NVIL, qui est un groupe de chercheurs sur les compétences visuelles et de la figuration visuelle. Et puis, bien évidemment, c'est mon job numéro 1, de la sémiotique pragmatique et ce qui relève de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que j'ai déjà, autour de certaines de ces enquêtes, notamment de celles que je vous ai présentées là, que vous avez réalisées, c'est une façon à la fois de vous immerger dans un problème qu'on va traiter, mais c'est aussi pour moi un moyen de voir votre niveau
de réponse graphique, c'est-à-dire de niveau général. Hein. C'est pas un test, mais c'est un niveau de réponse graphique. Et à partir de ça, de prendre des exemples. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a le micro, parce que je devrais faire un tour pour voir ce que vous avez fait. Mais je vais le faire quand même, je vais prendre cette liberté à un moment, pour savoir où nous en sommes. Voilà. Donc ceci pour dire que toutes ces approches sont conjuguées et que je vais avoir aujourd'hui une approche plutôt liée à la sémiotique, et notamment au concept d'icône, d'hypoïcône, d'image, de métaphore et surtout de diagramme dans la sémiotique de Peirce, avec un certain nombre de commentateurs, mais tout particulièrement, je les nomme tout de suite, d'Anthony Japy, de Jean Fizette, de Nicole Evert-Desmet, et donc de moi, parce que j'ai publié pas mal de choses dans le domaine. Voilà le domaine. Alors, évidemment, là, moi j'ai l'habitude des écrans géants, donc là, il faut chercher. Vous avez la représentation du signe triadique telle qu'elle est chez Peirce, et puis on est dans la secondéité, c'est-à-dire là où j'ai mis le petit cercle là-haut, enfin, le petit ellipse en rouge. Exactement. Je vais faire un zoom, parce que j'ai un zoom à l'image prochaine. Mais je mets ça pour rappeler que dans l'approche triadique, on est toujours avec un représentant, un objet et un interprétant. Je donnerai quelques informations pour ceux qui en sont loin de cette sémiotique. Mais évidemment, je ne vais pas faire un cours de sémiotique pragmatiste. Néanmoins, j'essaye d'avancer pas à pas. Donc, on se situe là, de ce côté-là, du côté de la dimension de l'icône, qui est toujours relié avec un représentamène et toujours relié avec un interprétant. Il ne faut pas l'oublier, j'essaierai de ne pas l'oublier, même si la tentation est assez grande quand on parle de ces secteurs. Donc, un zoom sur justement ce dont je vais parler, c'est-à-dire la tripartition que Peirce va opérer à l'intérieur de l'icône, avec qu'il appellera en l'occurrence dans sa version appliquée l'hypo-icône, dont je dirai quelques mots dans quelques instants, avec 3 niveaux. Le premier niveau de la priméité qui est celui de l'image, celui du diagramme qui est celui de la secondéité, et celui de la métaphore en 3e ou tiercéité, ou 3e T, puisque les termes aujourd'hui sont utilisés. Sachant que je vais essentiellement parler de l'image et du diagramme, et peu ou pas de la métaphore. Voilà, ça c'est une sorte de zoom pour vous dire où on est et où je me suis installé dans la sémiotique pragmatiste. Ça, c'est le parcours en 10 étapes de la combinaison des signes chez Peirce. Donc, c'est ce qu'on appelle le tableau de l'hypersigne. C'est inspiré notamment de Jean Fizette. Et moi, je ne parlerai que des signes qui ont une dimension iconique, bien qu'il y ait souvent aussi une dimension indicielle. Mais donc, ce sont les signes qui sont en bas, en noir, là. C'est-à-dire les qualisignes iconiques rématiques, les syncsignes iconiques rématiques et les légisignes iconiques rématiques. Alors, ils sont tous iconiques, ils sont tous rématiques aussi. Ils ne se différencient que par leur première T, ou priméité. Soit ils sont fondés sur un qualisigne, soit sur un signe de singularité, le synsigne, soit sur un légisigne, un signe de loi, pour simplifier. Voilà, c'est juste pour localiser dans l'espace de la sémiotique triadique où je me situe pour vous parler. Alors, quelques mots sur ce que Peirce entend par ces concepts qu'il a développés essentiellement entre 1903 et 1907, c'est-à-dire dans la partie vraiment sémiotique, presque exclusivement sémiotique de son activité. Il avait déjà parlé de beaucoup de choses auparavant, et notamment, il a largement contribué au développement de la philosophie pragmatiste, mais c'est vraiment dans ce créneau-là que Peirce va développer ce moment sémiotique pragmatiste. J'ai traduit, donc ce sont mes traductions, mais voilà, j'aurais pu prendre des traductions notamment faites par Nicole Evert-Desmet. Je suis parti des textes, je les ai, mais j'ai retiré la partie anglaise, mais je les ai. Donc, seule une possibilité est une icône en vertu de sa qualité, et son objet ne peut être qu'une préméité. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas, et je sais qu'ici les grammaiciens sont dominants, mais pour tous ceux qui ne sont pas habitués à tout ça, à part les Italiens qui en général ont une double formation, mais pour les autres, c'est le camp de l'autre côté, c'est le camp où on ne va pas parce qu'on ne comprend rien, et c'est le camp triadique alors qu'on vit dans un monde de dyades, et ça paraît plus simple. Donc je suis désolé des efforts que vous allez avoir à accomplir, et pour certains d'entre vous, vous n'allez même pas réussir à faire cet effort, j'en suis vraiment désolé.
Donc, je vais tenter de vous accompagner quand même. Donc, seule une possibilité est une icône en vertu de sa qualité et son objet ne peut être une priméité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'icône, on ne parle pas de la même icône que dans le système grémacien. On parle d'une possibilité qui reste une pure possibilité. On est dans la priméité, dans le premier de la priméité. On n'est pas encore dans sa manifestation. La manifestation de la priméité de l'icône, ce sera ce que Peirce va appeler l'hypoïcône. Il ne va pas en faire toute une histoire, il va la nommer comme ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans l'hypoïcône, il y a 3 cas, l'image, le diagramme et la métaphore, mais il n'y aura pas beaucoup de textes qui vont traiter de cette triade qu'il ouvre là à l'occasion de ce développement. Il y en a que je vais citer et traduire pour vous et commenter un peu sans que j'y consacre beaucoup de temps parce qu'on n'a qu'1 heure et donc je fais un peu comme si je savais que vous saviez. Mais je sais aussi que vous ne savez pas tout ce que vous êtes supposé savoir et donc on va faire en avançant. Mais un signe peut être iconique, c'est-à-dire représenter son objet principalement par sa similitude. Alors, on a souvent dit ressemblance, alors qu'en fait, il y a tout un débat autour de ça, et il est préférable d'utiliser similitude. Alors, vous allez me dire, mais c'est une nuance vraiment microscopique. Non, en fait, mais je ne vais pas développer. Si l'on veut un substantif, dit Peirce, ça c'est Peirce, c'est les textes qui sont affichés. Si on veut un substantif, un représentamène iconique peut être appelé hypoïcone. Toute image matérielle, comme une peinture, est largement conventionnelle dans son mode de représentation, mais en elle-même, sans légende ni étiquette, elle peut être appelée hypoïcone. Donc moi, je vais vous parler des hypoïcones, terme pas connu, rarement utilisé. Je ne cherche pas du tout à faire savant. Et d'ailleurs, je vous dirai l'utilisation très rapidement pour ne parler que des diagrammes. Tout ça sont les textes, il y a les références en haut. Donc les hypoïcones, qui ici sont eux, parce qu'on peut l'écrire comme ça aussi, peuvent être grossièrement divisés en fonction du mode de priméité dont ils font partie. Je vous ai montré qu'ils étaient à la fois iconiques, en deuxième T, toutes, et rématiques, c'est-à-dire des essences ou des règles générales pour le troisième. Donc ils se distinguent par leur première T. Alors, tout d'abord, ceux qui participent de qualité simple ou première priméité sont des images. Ceux qui représentent des relations, principalement dyadiques ou considérées comme telles, des parties d'une chose par des relations analogues dans leur propre partie, sont des diagrammes. Et c'est de ça dont je vais parler. Le troisième, ceux qui représentent le caractère représentatif d'un représentamène en représentant un parallélisme dans quelque chose d'autre, sont des métaphores. Une définition assez connue de la métaphore, et ce n'est pas une grande invention. Mais, je le dis, je vais parler à la fois des images et des diagrammes. Donc les hypoïcones peuvent être grossièrement divisés en fonction du mode de priméité dont ils font partie. Je crois que c'est ce que je viens de dire, non? Oui, pardon. Donc le diagramme est un représentamène qui est principalement une icône de relation. Donc on entre dans le diagramme. Et qui est accompagné par des conventions. Conventions de représentation, de surface, de distance, de connexion, etc. Alors je sais que tout ce séminaire a été consacré en grande partie au diagramme, et donc il y a des choses qui vont venir en répétition, je suis désolé, mais voilà. Et peut-être même que c'est donc une autre version, et on pourra en discuter. Des indices sont également plus ou moins utilisés, bon, c'est des flèches, des choses comme ça, ou des indicateurs, des index. Il doit être réalisé sur la base d'un système de représentation parfaitement cohérent, donc un système de représentation qui accompagne les diagrammes, qui doit être cohérent, qui est fondé sur une idée de base simple et facilement intelligible, sur les principes du diagramme selon Peirce, tel qu'il les définit dans les quelques textes qu'il va publier, enfin, qu'il ne va pas forcément publier d'ailleurs, mais qu'il va donner dans des conférences entre 1903 et 1907. D'ailleurs, les dates sont souvent là, ça c'est 1903. 1906, le but d'un diagramme, donc si on destination, le but d'un diagramme est de représenter certaines relations sous une forme telle qu'elle peut être transformée en une autre forme, représentant d'autres relations impliquées dans les premières représentées, et que cette icône transformée peut être interprétée dans un énoncé symbolique. Là, on entre dans la possibilité de mathématisation des diagrammes, c'est-à-dire qu'on va transférer les diagrammes dans d'autres formes, qui vont être souvent plus abstraites, plus géométriques en quelque sorte, voire algébriques. Il y a beaucoup de choses là.
Voilà ce que dit Peirce. On est en 1906-1907. Un diagramme, à mon sens, est d'abord un token, c'est-à-dire un jeton, quelque chose qui est la reproduction répétable, un type, ou un objet singulier utilisé comme signe, car il est essentiel qu'il puisse être perçu et observé. Donc, c'est quelque chose qui va être produit. C'est cependant ce qu'on appelle un signe général. La plupart des signes sont des signes généraux, notamment, à part les signes singuliers, mais les autres sont généraux. C'est-à-dire qu'il désigne un objet général. Il est en effet construit dans cette intention et représente donc l'objet de cette intention. Or, l'objet d'une intention, d'un but ou d'un désir est toujours général. C'est simple, quand je vous ai demandé de dessiner une casserole, ou une tasse, ou une flèche, vous n'avez pas représenté cette flèche que vous auriez eu sous les yeux, ou cette casserole, ou cette... Non, vous avez dû représenter un signe général de ce qui est supposé être une casserole, une tasse ou une flèche du temps. Donc, ce que vous avez fait, c'est typiquement un diagramme général. Mais cela est... Alors, le diagramme représente une forme définie de relation. Cette relation est généralement une relation qui existe réellement, comme dans une carte. Je rappelle que Peirce était cartographe, il travaillait au service de géodésie des États-Unis. C'est d'ailleurs son activité professionnelle principale. Cette relation est généralement une relation qui existe réellement, comme dans une carte, ce qui est censé exister comme dans un plan. Donc, carte, plan. Mais cela est si loin d'être essentiel au diagramme en tant que tel que si des détails sont ajoutés pour représenter des particularités existentielles ou expérientielles, c'est important parce que vous allez voir, il y avait des particularités expérientielles et existentielles dans les diagrammes ou supposés diagrammes que vous avez produits. On verra, je ne les ai pas vus, je suppose. Ces ajouts sont distinctement d'une nature non diagrammatique. Donc il y a probablement, dans les diagrammes que vous avez produits, des éléments qui sont peut-être non diagrammatiques, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Tout ça est un peu mystérieux, mais c'est le principe de cette intervention magique. Le mystère se lève peu à peu, enfin, j'espère. Donc le diagramme pur, ici il y a toujours ces notions-là de hybride, pureté, etc. Le diagramme pur est conçu pour représenter et rendre intelligible la forme de la relation uniquement. Le reste, c'est donc quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, de l'existence, peut-être même, et c'est pas évident, de l'ordre pragmatique et pratique. Par conséquent, les diagrammes sont limités à la représentation d'une certaine classe de relations, à savoir celles qui sont intelligibles. C'est un point important dans la définition du diagramme. Est-ce que vos productions sont de type diagrammatique ou des diagrammes? C'est un peu ce quoi je vais tendre. Certains, j'ai rien vu encore, donc je ne sais pas. Ça, je présuppose que oui, parce que j'ai déjà fait l'expérience de nombreuses fois, et je présuppose que oui. Il y a un moment, il faudra que je me lève et que j'aille voir quand même. Je passe à... Bon, c'était un peu rapide pour la présentation de hypoïcones, icônes, etc., et des trois hypoïcones, mais notamment des diagrammes chez Peirce, mais j'espère que vous avez vu à peu près de quoi il s'agissait, notamment parce que vous en avez fait ici. Donc, maintenant, je vais faire un petit moment topologique. J'aime bien cette définition, la topologie, c'est la science des voisinages. C'est vrai, c'est clair, c'est net, on comprend très bien ce que c'est. Donc la topologie, vous le savez, parce que vous avez aussi pendant tout ce séminaire, pour ceux qui l'ont suivi, des traitements peut-être même très savants sur la topologie, ce ne sera pas une approche très savante, ce sera une approche de la typologie générale. Donc la topologie est une branche des mathématiques qui s'intéresse aux propriétés qualitatives des objets mathématiques, indépendamment de toute mesure. Le tout se fait dans un espace topologique qui s'oppose à un espace métrique. Opposé, je l'ai mis entre guillemets, je ne suis pas d'accord, je pense que ça ne s'oppose pas, c'est un autre système de fonctionnement que l'approche topologique par rapport aux approches euclidiennes ou métriques. Donc en tout cas, il y a une différence, c'est que d'un côté, on est dans un monde quantitatif, de l'autre côté, on est dans un monde plutôt qualitatif. Mais les distances sont définies. Travailler, l'objectif de la science des voisinages, c'est de travailler sur des entités spatiales, ce qui implique la capacité de les localiser, de les décrire individuellement, ainsi que de les appréhender collectivement en décrivant leurs relations dans l'espace. On peut dire que le diagramme qui est sur le côté, qui intègre l'espace perçu dans l'espace métrique, dans l'espace topologique, est une forme de représentation topologique des différents systèmes d'accès au voisinage. Alors, il y a de nombreuses relations de voisinage topologique. J'en ai privilégié quelques-unes qui sont
presque certainement présente dans ce que vous avez dessiné. Donc, limite ou délimitation, au bout d'eux, autour d'eux, des objets géométriques se composent de deux parties, une limite et un intérieur et un extérieur. Le point, c'est 0 dimensions, la ligne, c'est 1 dimension, et le polygone, et vous avez forcément utilisé des polygones, c'est donc à 2 dimensions. Certains d'entre vous ont été confrontés à la question de la 3e dimension, mais j'en dis déjà trop. Un des points majeurs dans la topologie, c'est l'adjacence ou contiguïté, contre, face à face, dos à dos, etc. Mais je vais développer ça après, ne vous inquiétez pas. Autre que je vais traiter aussi, la question de la continuité et de la discontinuité, l'inclusion et l'exclusion, l'inclusion étant d'ailleurs un des cas de l'adjacence, comme je vais le montrer dans quelques instants, l'intersection ou disjonction et le chevauchement, qui est un cas particulier de l'intersection, et l'agencement. Donc ça, ce sont des opérateurs de topologie que je vais utiliser et développer. Voilà pour l'adjacence ou contiguïté. Implique que les unités spatiales possèdent en commun un côté ou un sommet. Comme vous pouvez le voir, le point de référence est le rouge, et les formes orange ont un côté en commun, c'est une adjacence au sens strict. Ceux qui sont en crème ont un point de connexion, un seul point de connexion avec un sommet. C'est ce qu'on appelle adjacence au sens large. Et puis, et vous allez voir que c'est très important, en tout cas on l'utilisera beaucoup, notamment pour traiter de vos productions, il y a l'adjacence de second ordre, l'adjacence de second ordre qui est représentée ici par les polygones gris ou les carrés gris. C'est-à-dire qu'ils sont en connexion avec le carré rouge ou bien le polygone rouge par l'intermédiaire d'un autre polygone ou par un point d'angle. Dans tous les cas, ça répond à la question « qu'est-ce qui est à côté de quoi ?» Je vais donner un exemple, si je me souviens bien. Voilà. Voilà une série de représentations de maisons avec une cheminée, ça c'est connu, vous êtes tous passés par là. On a tous été enfants, c'est ça qui est l'avantage. Avec une adjacence stricte pour la formule A, c'est-à-dire que c'est adjacent à la ligne, la cheminée, donc le petit rectangle est adjacent à la ligne qui représente une des obliques du toit. Le deuxième, il y a toujours un moment où les enfants, dans leur évolution graphique, trouvent que, et parce que souvent leurs parents, leurs amis d'un autre niveau, leurs grands frères, grandes sœurs, etc., disent « Ah, ton dessin de bébé ». Et donc, ils cherchent une autre solution. Là, pour pouvoir accéder à l'autre type d'adjacence large et de second niveau, c'est-à-dire faire correspondre la cheminée avec le carré, le polygone de la maison elle-même, il faut quitter la relation directe avec la ligne qui constitue l'oblique du toit. Donc, il garde une adjacence, c'est-à-dire qu'il garde en général un point de contact, mais en fait, ce qui est visé, c'est une adjacence de second degré qui est la mise en relation parallèle avec la maison. Une autre solution, c'est la transformation de ce qui pose problème, c'est-à-dire la suppression d'une partie de l'obliquité et de ce remplacement par un plan qui est donc parallèle au plan du carré ici ou rectangle de la maison, de telle sorte que la cheminée ne pose plus de problème et qu'on puisse avoir à la fois une adjacence stricte et une adjacence de second degré, puisque les deux adjacences précédentes sont connectées. Troisième et quatrième solution sont des variations. Là, il faut changer le polygone de la cheminée pour réussir à conserver un toit à pente oblique. Pour ça, il faut modifier et procéder à la production d'un trapèze. Donc, on change de forme, on transforme pour accéder à un trapèze qu'on va plus ou moins intégrer, la formule D ou D', de telle sorte que la transformation va permettre la coordination des adjacences strictes et de second niveau, tout en ayant des lignes qui sont adjacentes et pas des points. L'inclusion.
L'inclusion, et donc l'exclusion, dans, dedans, en dehors, hors d'eux, etc. L'inclusion se rencontre lorsque l'unité spatiale est totalement située à l'intérieur d'une autre, telle une enclave ou un îlot. En termes topologiques, il s'agit d'un cas particulier d'adjacence. Vous avez trois figures qui représentent les différents états d'égalité. A et B sont égaux, donc finalement c'est une inclusion totale. A et B, dans le deuxième cas, ne sont pas, donc dans la topologie, sont adjacents par un point de contact, normalement un seul point, puisqu'on est dans des formes circulaires, des ellipses. Et le troisième, il y a une sorte d'indépendance de la forme qui est incluse, puisqu'elle n'est plus en contact avec la forme qui l'aborde. Je prends un autre exemple. Donc, je vous ai toujours dit que j'ai fait des approches, j'ai dit que j'ai fait des approches anthropologiques. J'ai cherché dans toutes les civilisations les plus anciennes et même les contemporaines, pour savoir si ces formes de topologie étaient existantes. Et évidemment, elles existent. Donc, j'en donne ici 4 exemples. Le premier, donc j'ai pris ici le cas de la femme enceinte, qui est un cas d'inclusion intéressant et qui a des formes de représentation qui sont de type topologique. Je reviendrai sur le fait que l'interprétation ici doit être topologique et pas optique, perspective, perceptive, etc. C'est de la topologie. C'est donc dans le fœtus et dans le ventre de la femme. Donc, le premier cas, c'est un cas d'une peinture qui vient d'Australie, de l'île Croker, et c'est une scène en fait d'un homme mâme, un sorcier, qui attaque une femme enceinte, dont vous pouvez voir que le fœtus est représenté sur le même plan que les autres personnages. Le deuxième, c'est un dessin d'enfant, une fillette de 6 ans. Le troisième, c'est une illustration scientifique, et le quatrième, c'est un pictogramme de la signalétique. 4 formes de la communication qui utilisent des éléments topologiques d'inclusion et qui, finalement, ont des points communs, bien qu'utilisés dans des situations différentes pour communiquer. Alors, en psychologie générale, en didactique, en pédagogie, etc., on nomme ça en français des figures de transparence. Vous avez bien compris que rien que l'appellation, donc dans mon anglo-saxon on dit X-ray, mais rien que ces appellations sont un transfert de système d'interprétation. Ce ne sont pas des transparences, c'est pas du tout le système qui est un système optique. La transparence vaut pour un système optique ou perspective. On n'est pas là dans cette situation, puisqu'on est dans l'inclusion d'un solide dans un solide, pour faire simple. Et donc, c'est comme ça que ça doit être interprété. Mais vous comprenez, vous savez déjà, le fait de nommer cette figure une figure de transparence montre quel est le macrosystème interprétatif qui est dominant dans la culture, qui va s'imposer et qui va mettre les enfants, notamment, mais aussi des groupes ethniques, mais aussi des designers, en situation de décalage. C'est ce truc-là. Avec toujours, je reviendrai sur ça après, mais avec cette idée que finalement c'est une forme primitive ou première ou enfantine. Voilà. Les intersections et disjonctions. L'intersection exprime le point ou la surface commune de deux entités. La disjonction est l'absence d'intersection entre deux objets. Bon, c'est typiquement la topologie, donc on prend Et le chevauchement est un cas particulier. C'est le cas de l'overlapping. En anglais, je trouve que c'est mieux, je le comprends mieux finalement en anglais, parce qu'il n'y a pas la métaphore du chevauchement derrière. C'est que les deux corps vont être imbriqués. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une juxtaposition, une superposition, une intersection, ils sont imbriqués. Donc, en quelque sorte, on pourrait même voir, en quelque sorte, une partie de ce qui se passe derrière et de ce qui se passe devant, d'où l'idée de chevauchement, qui est aussi une métaphore perceptive et pas topologique. Les casseroles. Alors, j'ai évidemment tenté cette expérience dans de nombreux pays et tout le monde n'a pas le même système culinaire. Et donc, voilà, je sais qu'il y a ici des gens qui viennent d'ailleurs et que peut-être il n'y a pas le même système des ustensiles culinaires. Je me suis permis donc de le rappeler. Voilà, en gros, c'est ce qu'on trouve en France. D'ailleurs, d'un côté des poêles. Et qu'est-ce qui caractérise des poêles? C'est qu'elles ont un rapport hauteur-largeur qui est en général inférieur à un quart.
qui peut même être très très plat, pour la crêpe, etc. Et les autres ont un rapport qui peut varier entre un demi, un tiers, voilà, et un rapport 1 sur 1 même. Au-delà, on entre dans d'autres catégories d'ustensiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir comme une casserole, mais si je n'ai pas de casserole et que j'ai un faitout ou une marmite, je peux utiliser la marmite, qui est donc beaucoup plus haute que large, a priori. Je peux utiliser une marmite pour y préparer une sauce, par exemple. Donc, la plupart des casseroles sont des saucières, d'ailleurs. La casserole du niveau de base, c'est une saucière. Mais je ferai une utilisation complexe, par exemple, pour le nettoyage, parce que j'aurai une profondeur, etc. Je ne vais pas griller de la même manière, parce qu'il y aura des retombées d'eau. Ouais, dans le système culinaire, ce n'est pas par hasard qu'on a des systèmes avec des variations de hauteur et de largeur. Voilà, c'était juste pour rappeler ça, parce que je vais maintenant me référer à un test que j'ai réalisé, non pas avec vous, là vous l'avez sous les yeux, j'ai encore rien vu, mais avec une population des populations, plus exactement, de plusieurs centaines, dont j'ai dû finalement éliminer des centaines, parce que je l'ai fait en Chine, je l'ai fait en Malaisie, je l'ai fait au Brésil, je l'ai fait partout dans le monde d'ailleurs, en Afrique, et j'avais des collections qui n'étaient pas des casseroles, parce que le système culinaire de référence n'était pas ça. Donc bien que topologiquement ce soit intéressant, je n'avais pas de casserole et surtout je n'avais pas le bec, qui peut-être vous a posé aussi problème, mais nous y reviendrons. Donc voilà, 267, j'ai une collection de 267 dessins, je vais l'appeler dessins pour le moment parce que je ne suis pas certain que tous soient des diagrammes. Donc 38 de ces personnes, soit 14%, ont représenté soit une poêle, une marmite, une bouilloire, etc. Il y a une assez grande diversité. Et j'ai donc dû les éliminer parce qu'ils ne correspondaient pas vraiment à la tâche qui était de produire des casseroles avec un bec et un manche. Certains, une théière par exemple, une bouilloire, le manche devenait par-dessus, le bec devenait effectivement un petit morceau qui sortait, etc. Donc tout ça, je les ai enlevés, ce qui fait que je travaille sur une base inférieure. Donc le reste, je vous l'ai dit, le rapport, etc. Donc en fait, j'ai une base de 229 sur 267 dessins, soit 86% des dessins qui ont été produits. Et peut-être qu'ici, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous demande de rien retoucher, si vous avez produit une bouilloire, un kettle ou je ne sais pas quoi, vous le gardez, c'est pas grave, personne ne sera puni. Donc voilà, je travaille sur une base de 229, ce qui est mathématiquement... Voilà. Tu vas faire ce que tu as fait toi. Non, toi, bon, j'ai un cas à côté de moi de quelqu'un qui fait partie des 38. Mais c'est normal, parce que comme vous le savez, Rouen est basque, et dans le monde basque, le système culinaire est très très différent. C'est la brochette ou rien. C'est ça. Donc, 194 des dessins que j'ai obtenus dans cette vaste collection, qui dépasse largement l'horizon statistique, puisque je vous rappelle, l'horizon statistique pour une variable, c'est 30. Donc là, bien sûr, il y a plusieurs variables, mais je suis très élevé, ce qui veut dire que je n'ai pas fait ici, c'est très fiable ce que je vous compte là. Donc sur 194 dessins sur 229, ce sont des diagrammes intégrant au moins une ellipse. Donc les ellipses ont plusieurs missions sémiotiques possibles et cumulables, signe du cylindre, de l'ouverture, du contenant. Non, toi, tu n'en as pas mis, mais tu fais partie des cas qui vont être présentés dans quelques instants. Donc, toi, tu es en haut, là. Oui. Et donc, 35 dessins sur 229 sont des diagrammes rectangulaires. Donc, vous regardez si vous faites partie de ça. Dans la population que j'ai testée, ça représente 15% des répondants, alors que les autres, qui ont fait une figure qui intègre une ellipse, c'est pas rien intégrer une ellipse. C'est dans la question du diagramme, l'ellipse peut fonctionner comme un dispositif autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui représente une entrée, un compte. Non, c'est juste un signe qui fait un signe parmi les autres signes pour constituer une composition. Donc, certains ne l'ont pas fait, c'est le cas par exemple de... Jusqu'à bien, j'ai 2 cas exemplaires à la droite et à la gauche. Voilà, ça c'est pour ça. Donc ça, on va dire que c'est les 194 dessins sur 229, c'est 85%, on pourrait dire que c'est ça le niveau de base. En sciences cognitives, on appelle ça le niveau de base.
C'est-à-dire celui qui est le plus fréquemment utilisé, le plus fréquemment produit, celui auquel on fait référence, celui qu'on dessine le plus rapidement, celui auquel on pense d'une certaine manière quand on pense à casserole. Alors, les relations qu'entretiennent les bords courbes. Donc, j'ai fait l'étude évidemment, mais je ne dis rien des bords verticaux. Je me suis intéressé effectivement ici à la question des ellipses comme relativement problématique en topologie. Dans ce cas de la topologie. Les relations entre les ellipses ou courbes hautes et basses sont approximativement parallèles dans 116 diagrammes, c'est-à-dire dans 51% des cas, et pas coordonnées dans l'autre moitié. Vous pouvez regarder votre dessin. Êtes-vous de ceux qui avaient fait une coordination entre les courbes? Alors certains non, c'est voir un peu ce que tu as fait. Non, mais tu n'as pas mis de courbe, toi. Lui non plus, je veux dire. Je sais pas un peu de lui, monsieur le dessinateur de la maison. Tu as mis 2 manches, 3 manches. C'est qui ça? Ça ne dérange pas, tu peux faire autant que tu veux. Donc, non, les courbes sont à peu près parallèles dans ce cas. Donc vous pouvez regarder si vous avez établi un parallélisme, si vous avez établi donc une cohérence ou une coordination entre les courbes. Les différentes figures. Premier, il n'y a pas. On a rajouté simplement un bout d'ellipse en haut pour créer une adjonction qui va faire plus récipient. Dans l'autre cas, il n'y a pas de parallélisme entre les deux. C'est le deuxième. Et dans le troisième, il y a même une difficulté à tracer l'ellipse du bas. Et une tentative de coordination avec celle du haut, qui souvent est la première tracée. Il y a une dynamique de traçage. Et celle du bas est souvent hésitante. Regardez si vous êtes dans ce cas de figure. Alors, la question qui a posé... une partie du problème, c'est le Beck-Verseur. Je ne sais pas si vous avez été confronté à cette adjonction du Beck-Verseur. D'abord, il y en a de moins en moins sur les casseroles. Donc, il se peut que votre batterie de cuisine soit suffisamment bien usinée pour qu'on puisse verser sans que ça se répande partout. Et donc, dans, on va dire, ces 30 dernières années, bien que ce soit complètement de retour, les Beck-Verseurs ont eu tendance à disparaître, ce qui fait qu'une partie des plus jeunes d'entre vous, et donc vous déterminez votre âge en fonction de la compétence à savoir ce que c'est qu'un Beck-Verseur. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Beck-Verseur et que vous n'en avez jamais vu, c'est que vous êtes probablement trentenaire, dans ces eaux-là. Si vous savez ce que c'est qu'un Beck-Verseur, vous êtes au-delà. Donc voilà, ici, 15 diagrammes sur 229 qui n'ont pas résolu la question du Beck-Verseur. C'est resté un problème, ou en tout cas, ils l'ont oublié, bien que la consigne ne soit pas non plus très sophistiquée. Ils ont négligé la question du Beck-Verseur et ils ont trouvé des solutions sans Beck-Verseur. Donc c'est à peu près par tiers, ils ne sont pas nombreux, 5 par 5. En gros, j'ai représenté tout le monde là, ou toutes les figures. Il n'y a pas de Beck-Verseur. C'est une donc des figures de l'inhibition ou de la résistance à la production d'une partie du schéma ou de la figure à présenter. Là, voilà les Beck-Verseurs intégrés. Donc tu peux te reconnaître là, toi tu fais partie des 30 sur 214. Soit il n'y a pas de courbe et le Beck-Verseur est produit dans la linéarité, Beck-Verseur contenant manche. Ou les autres cas de figure qui sont déjà présentés. Voilà, voilà les cas de figure qui sont présentés. Vous pouvez voir qu'effectivement, la figure basse, ici, elle est donc faite par 88, donc 88 cas, c'est celle qui est finalement la plus produite. Donc, elle devrait être aussi assez fréquemment produite par vous. C'est celle où il y a 2 ellipses qui sont coordonnées et un Beck-Verseur qui est dans le prolongement du manche. Qui sont et que font les 13% restants? Parce que si on fait la somme, là, on n'est pas à 100%. Eh bien, ils font ça. Ils mettent le Beck-Verseur à l'orthogonale. Et pourquoi mettons le Beck-Verseur à l'orthogonale? Parce que si vous voulez essayer de verser avec une casserole dont le bec est à l'opposé du manche, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas versable. Voilà les casseroles photographiées avec des Beck-Verseurs. Vous
pouvez constater que la position du bec verseur est à 90 degrés par rapport au manche. Il y a même aujourd'hui des casseroles inclusives qui sont pour gaucher et droitier. Il y a donc un bec verseur des deux côtés, ce qui est finalement relativement pratique, même si on passe de la main gauche à la main droite ou si on est ambidex. Voilà. Voilà quelques dessins de la collection qui ont intégré le bec verseur à l'orthogonale. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait? Et toi, tu me connais bien. Peut-être que tu as déjà fait ce test. Voilà. Toi, tu l'as fait, toi. Puis, tu as mis des tas de chaque toi, tu as multiplié les cas de figure. C'est vraiment une icône, toi. C'est dans l'ensemble des possibles. C'est avec un manche tournant. Il a fait un manche tournant. Ah, tu as réfléchi. Voilà, donc 2. On pourrait penser, ça fait sourire d'ailleurs, qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Ça dépend à quel champ de référence on se fie. Si c'est une représentation de type topologique, il y a effectivement un bec verseur, un contenant, un manche. Et ça peut être considéré comme suffisant pour être identifié en termes de signification. D'ailleurs, si je présente n'importe la porte laquelle des casseroles, la tienne étant un peu particulière, elle peut faire aussi manège, mais c'est autre chose. La porte de laquelle de ces casseroles va être identifiée comme casserole. Ce qui veut dire que la contrainte d'orthogonalité n'est pas une contrainte majeure pour l'identification de l'objet. Tu me dis si je suis loin du temps, je vais rien chronométrer. Il reste 15-20 minutes. Okay. Donc vous voyez qu'il y a différents types de figures. J'en ai quelques-unes. Il apparaît quand même que les dessinateurs qui ont adopté, je ne vais plus utiliser le terme de diagramme, là, je vais parler d'une image ou une figure ou un type graphique, sont généralement des gens qui ont une maîtrise des systèmes de représentation qui n'est pas que diagrammatique ou topologique. Par exemple, le fait de mettre le manche vers soi et de créer un espace perspectif n'est pas accessible à tous, comme vous avez certainement pu le constater dans vos propres dessins ou en jetant un œil sur ceux de vos voisins. C'est la maîtrise d'un autre système de représentation. D'ailleurs, en tout cas pour les deux premiers, il y a aussi une précision dans, par exemple, la connexion du manche et du récipient, ou une précision dans le traçage du bec verseur, voire, alors je n'ai pas tout mis, j'en ai beaucoup, voire des ombres, ici des ombres propres, parfois même des ombres portées. Ce qui veut dire qu'on y a un champ contextuel de la casserole posée dans un univers dans lequel la lumière interagit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des ombres ici? Toi? Ouais, non, mais je n'ai pas tout sous les yeux. Ça pourrait être aussi un système de graduation. Effectivement, tu as fait des ombres. C'est notre dessinateur. Donc, mais néanmoins, il y a des choses qui sont très très proches des diagrammes. Très rapidement produits, avec juste les éléments de base, pas forcément un vrai double système de parallélisme des courbes hautes et basses. Néanmoins, quand même, ceux qui en général ont intégré cet élément de la troisième dimension dans des diagrammes qui sont essentiellement gérés en 2 dimensions sont des gens qui ont accès à un autre système de représentation. On voit bien, enfin, maintenant que vous le savez, et vous le saviez, que la dimension de manipulation, et donc la dimension pragmatique d'usage, est une des dimensions qui aurait pu être testée mentalement. Soit parce que vous vous souvenez de ce que vous faites d'une casserole. C'est pour ça que je vous ai demandé avant, et j'en fais rien là, mais la flèche, la tasse est un des premiers éléments dans lequel il y a une dimension pratique et pragmatique d'usage, c'est-à-dire que la plupart des droitiers dessinent la tasse avec l'anse à droite. Et une bonne partie des gauchers, mais pas tous, dessinent la tasse avec l'anse à gauche, qui est la manière dont ils se la mettent sur la table, en fait, la manière dont ils vont la prendre. Donc il y a une dimension de manipulation qui est intégrée. Comme vous avez entendu la présentation que je faisais de ce que dit Peirce à propos des éléments expérientiels, ce ne sont pas des éléments qu'il considère comme relevant des diagrammes. Et donc, néanmoins, ils sont là.
C'est-à-dire que la plupart des droitiers ont représenté le manche de la casserole à droite. Puisqu'il y a le choix. À gauche, à droite, au milieu, devant, derrière, 360 degrés. D'ailleurs, notre ami Denis a représenté plusieurs manches, histoire d'expérimenter le monde. Puisqu'il y a le choix, eh bien, les prototypes, pour parler en termes de sciences cognitives, de la théorie des prototypes, les prototypes vont privilégier des formes qui sont les plus pratiques, utilisables, répétées. Et donc, le monde des droitiers impose d'une certaine manière sa version du manche à droite, y compris dans la présentation des photographies des objets qu'on voit. Les mises en scène d'objets, de tasses, d'objets avec un manche, sont des mises en scène pour droitiers. Ce qui fait qu'il y a une sorte de macro-système de représentation des objets à prendre avec la main, donc des objets à manipuler, qui est massivement orienté par le monde des droitiers. Est-ce que ça doit faire partie est-ce que la topologie prend ça en considération? Voilà, c'est une dimension pragmatique ajoutée à la topologie, parce que de toute façon, elle est liée. Il y a un moment où il faut faire un choix. Donc à droite, à gauche, devant, derrière, sur le côté, quel angle? Donc il y a un moment où forcément, dans les objets à prendre, il y en a peu qui sont de ce type-là. Je tourne autour de la casserole parce qu'il y en a très peu qui sont à rotation, des objets du monde, qui sont des objets connus et à rotation. Voilà les opérations topologiques et contextuelles, donc voilà les différentes parties qui sont ajoutées, adjacence stricte, large et de second ordre, continuité, intersection. Donc l'intersection, c'était le problème qui a été posé par tous ceux qui sont posés à un moment où je mets le bec. Et comme le bec pose un problème d'intersection, finalement, la réponse, c'est de ne pas le mettre en intersection, donc d'avoir une réponse qui vient en linéarité. Si jamais vous vous êtes posé la question, mais il se peut que vous ne la soyez pas posée, mais que par habitude, vous ayez réglé le problème sans intersection. Les relations de proportionnalité dont j'ai parlé au début, la question d'orientation dont je viens de parler, rotation pragmatique d'usage et de manipulation, et les détails. Un bon tiers, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein, mais un bon tiers dans ma grande collection ont un petit trou dans le manche, qui est, alors certains ne savent pas à quoi sert ce trou, mais ils ont repéré qu'il y a un trou. En fait, c'est le système d'accroche des casseroles en suspension sur un crochet, etc. Mais voilà, donc 30% des gens qui répondent à ça ajoutent un petit truc là sur le manche, c'est une des qualités du manche, qui est donc un détail dont Peirce dirait que il n'est pas nécessaire, il est en quelque sorte superfétatoire parce que la casserole fait signe avant que le manche ne soit impliqué, de la même façon que droite-gauche, l'orientation n'est pas nécessaire, et que le bec n'est pas nécessairement lui-même présent en façade ou en autre position. Les orientations optiques contextuelles de singularisation, le point de vue, vous avez vu tout à l'heure d'autres approches, les ombres propres et les ombres portées. Certains ont ajouté des textures, ce qu'a fait Denis. D'autres éléments adjacents, de la vapeur, une cuillère, du feu, etc., qui contextualisent la casserole au cas où on n'aurait pas bien vu que c'était une casserole. Et puis, certains en ont profité pour faire une mise en scène avec la tasse. Donc, ils ont redéplacé la casserole pour que ça verse dans la tasse. Donc, ils ont créé un petit espace narratif à l'intérieur de la feuille. Je pense que ça va pas plus bas. Voilà. Et d'autres éléments. En gros, c'est ça que ça a mis en scène, ce petit test, qui est à la fois sémiotique et topologique. Maintenant, dans le temps qu'il me reste, 10 minutes à peu près, oui. Je vais aborder quelque chose d'autre. Comment se fait-il que le système que vous avez... Je vais faire un tour quand même. Je vais continuer à parler, mais c'est dommage, on n'entendra plus de loin. Pardon, je vous quitte, ceux qui sont à distance. Je vais voir ce que vous avez fait. Tout ça, tout ce que je vois, c'est des cas connus. Je connais bien. Autrement, j'ai un problème. Parce que c'est assez rare que les manches soient si bas dans ma collection. Pardon. Oui, moi, j'ai une réalité. Bon, tout ça sont des cas très très classiques. Bravo. Ah, pardon, je ne devrais pas dire bravo. Bravo, typiquement, tout à fait dans notre système.
On sent que vous allez chercher quelque chose. Non, 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 non. Étonnamment, le monde des droitiers influence tellement le monde des gauchers que la proportion de gauchers qui auraient pu tracer à gauche est bien plus faible que le nombre de droitiers. On est vraiment dans un univers de droitiers qui s'impose. Les gauchers sont minoritaires et minorisés par la surprésence des formes de droitiers. Donc, ce que je vais vous parler, c'est justement ce que j'ai fait en arrivant devant le dessin de Fanny. J'ai dit bravo. J'ai dit bravo, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que moi-même je lutte contre ça, mais c'est une lutte. C'est une lutte. C'est-à-dire que je dispose, comme vous, de différents systèmes de représentation et de valeurs associées. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ceux qui ont fait une réponse diagramme de niveau de base et qui ont lutté pour ou pas d'ailleurs, en conscience ou pas, avec le positionnement du bec, ou qui du coup ont fait une casserole pas. Mais de toute façon, je vous ai demandé de faire un plan de casserole pour la réaliser dans un atelier de ferronnerie ou comment on dit ça, de chaudronnerie. Non, c'était pas un plan. Je vous ai demandé de faire un dessin. J'ai pas dit grand chose. Donc finalement, vous avez choisi un genre qui est un genre disponible, qui est le genre du dessin rapide. Et ce genre de dessin rapide, il renvoie à tous ces dessins que vous avez déjà produits pendant votre enfance, grand moment d'élaboration du graphisme. Et finalement, c'est le résultat de ça. Voilà. Pour la majorité d'entre vous, rares sont ceux qui ont échappé à cette dominance, puisque je n'ai vu dans cette salle que 2 cas. Et je les ai remarqués. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fait la différence entre le lot commun et les autres, pour ne pas dire ceux qui savent dessiner, parce que je ne veux pas dire ça, justement, parce que tout le monde sait dessiner. La preuve, vous l'avez fait, sans même trop hésiter. Il n'y a pas quelqu'un qui a moi, parce que pourtant vous vous êtes dit quand même intimement, pour beaucoup, moi je ne sais pas dessiner. Mais bon, ça n'avait pas l'air d'être un moment de confrontation, de compétition majeure, donc vous vous êtes lancé. Et puis finalement, la tâche n'était pas vraiment insurmontable. C'était un objet très commun, il n'y avait pas d'enjeu, finalement. Donc, vos productions n'ont pas été mises en compétition. Sauf que quand j'arrive devant le dessin de Fanny, je ne peux pas me retenir, je dis bravo. Et plusieurs fois, j'ai pris le dessin de Denis, parce que le dessin de Denis est exemplaire, il est singulier. Bah oui, j'en ai jamais vu que 3 manches. Mais le fait est qu'il y a une valorisation de ce qui échappe au dessin de niveau de base. Il va y avoir une compétition. Donc, je vais parler d'un concept qui s'appelle le concept de descaling. C'est un mot anglais, c'est pas facile à traduire et je trouve que c'est mieux en anglais. Ça appartient à une discipline que je critique abondamment, et pourtant j'appartiens à cette critique des visual literacy. Je critique les visual literacy parce que justement elle laisse penser que le monde visuel est à lire et à écrire, ce que je ne pense pas. Mais néanmoins, une partie du monde visuel, et là particulièrement dans l'exercice que je vous ai demandé de faire, c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'écriture de différents composants, et que c'est à lire aussi comme ça, dans une approche topologique. Donc les visual literacy, pas facile à traduire, ça vient du monde de la lecture, ça vient du monde de l'écriture, ça vient du monde littéraire, ça vient comme la sémiotique structurale de ce monde-là. Moi, je me suis toujours demandé d'où tu venais, toi, qui est très sémiotique visuelle, mais néanmoins quand même très grémaciel. Ce qui, à mon avis, me pose un problème. Parce que j'ai toujours pensé que tu devais te convertir. Oui. Mais bon. Mais je l'ai fait pendant quelques années. Bon, elle dit qu'elle l'a fait pendant quelques années. Je veux bien le croire. Oui. Donc, vous l'avez compris, il y a des systèmes qui sont en compétition. Dans les systèmes en compétition, il va y avoir un processus de deskilling. Le deskilling, c'est cette opération, je crois que je l'ai développé jusque-là. Le deskilling, c'est quelque chose qui avait été déjà remarqué par les économistes, notamment par Adam Smith et Marx, sur l'entrée des machines dans les ateliers.
Et c'est ce moment où effectivement des machines vont remplacer des compétences d'artisans, d'ouvriers, parce qu'elles vont prendre en charge une partie de leur activité et que leur activité sera confiée non seulement à des machines, mais aussi à des opérateurs moins qualifiés qu'eux, moins compétents qu'eux. Donc c'est ce qu'on appelle le deskilling. On a 2 siècles de deskilling derrière nous, presque 3, et nous sommes en plein, on le sait, vous le savez, avec les outils numériques, on est en plein deskilling, y compris de ce que nous pensions ne pas connaître un jour, c'est-à-dire le domaine de nos compétences intellectuelles et de nos compétences créatives. Voilà. Des logiciels, aujourd'hui, qui font du deep learning, sont capables d'utiliser les compétences généralisées pour faire ce que nous pensions être à l'abri de pouvoir faire longtemps. Donc cette opération de deskilling est générale. Toute la révolution industrielle était une vaste opération de deskilling, mais en même temps aussi une opération de transfert. C'est-à-dire que des gens qui perdaient leurs habiletés, leur savoir-faire, leurs compétences, une partie d'entre eux, en tout cas, pouvaient en acquérir d'autres et gagner de nouveaux statuts, de nouveaux emplois, etc. Néanmoins, souvent, ils étaient remplacés par une main-d'œuvre beaucoup moins habile ou beaucoup moins compétente que celle qu'ils constituaient. Donc, il y a une dégradation globale. J'utilise ce concept parce qu'on peut l'utiliser de manière générale, pas simplement dans le champ du travail avec l'industrialisation, on peut l'utiliser de manière générale. À partir du moment où il y a une obsolescence d'un certain nombre de compétences, on peut dire qu'il y a des skills. C'est ce qui se passe quand l'école ne répond pas à la demande d'habiletés et de compétences nouvelles face à la, non pas l'inefficacité, mais la perte d'efficacité ou de valeur ou de jugement de valeur des productions des enfants. C'est un phénomène que vous avez probablement connu. Souvenez-vous, vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans pour certains, cette zone-là, puberté. C'est le moment où vos dessins, qui jusqu'alors vous plaisaient, vous convenaient, rendaient le service que vous en attendiez pour représenter le monde, pour agir, pour préparer des choses diverses, pour laisser des témoignages, pour laisser des messages, pour communiquer globalement. C'est le moment où ces messages-là et ce type de production, dont je vous ai montré qu'il était fortement topologique, ce type de production est soit considéré par vous comme obsolète, soit considéré par les autres comme obsolète, ou en tout cas pas à la hauteur de votre nouvel âge. Ce processus de deskilling va intervenir par l'extérieur et par l'intérieur. À 10 ans, dans cet âge, on trouve que ce qu'on fait, c'est plus à la hauteur de son âge. Si on a des frères, des sœurs, des copains plus âgés et qui sont dans un autre système de représentation ou qui ont abandonné, parce que c'est ça qui va arriver, eh bien, leur jugement va faire qu'on va accepter, à regret parfois, de perdre toutes ses compétences. Est-ce que l'école vient apporter des choses? Alors, je sais qu'il y a la topologie dès la maternelle. Je sais là-bas qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Il y a la topologie dès la maternelle, dans l'école primaire, il y a des cours de topologie, et vous me direz s'ils sont connectés à la représentation enfantine. En général, un peu, mais pas beaucoup, parce que la représentation enfantine fait partie d'un autre type d'appréciation qui est le cours d'éducation artistique. Parce qu'un des opérateurs de deskilling, c'est le cours d'art plastique, ou d'esthétique, ou de quelque chose de ce genre-là, de culture. Parce que là, c'est un autre type de jugement qui est apporté. C'est un jugement esthétique. Si vous avez dans votre environnement, soit très propre, soit très proche, soit un peu lointain, des enfants qui ont 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, quand ils présentent un de leurs graphismes, dessin, quelle est votre première réaction? Réfléchissez, je ne vais pas vous interroger. La première réaction, dans notre culture, est une relation esthétique. C'est beau, c'est bien. Même si, finalement, ça marche à 4 ans, 5 ans, 6 ans, à 6 ans, 7 ans, les gamins disent bon. Parce qu'eux commencent à douter. Que fait l'école? Son système de
Donc j'ai dit que, je n'ai pas tout dit, j'ai dit qu'il y avait des disciplines qui prenaient en charge une grande partie des systèmes topologiques. Géographie, géométrie, en gros les sciences naturelles. Avec le dessin d'observation, il y a des compétences qui sont acquises ou qui peuvent être acquises. Il y a souvent un conflit avec le système de représentation que j'appellerais initial ou enfantin, mais c'est pas enfantin, je n'utilise pas le terme, même si j'ai mis dans mon titre enfance de, parce que vous n'avez pas 6 ans, ni 10 ans, ni 12 ans, vous n'êtes plus des enfants, et pourtant vous avez représenté comme si vous aviez ces âges-là, ce qui ne veut pas dire que vous êtes enfant, c'est que vous disposez d'un système qui a été inventé, mis en place par vous à cet âge-là, et que vous l'avez perpétué, et que vous n'avez pas eu de système de remplacement. Parce que le seul système qui aurait pu jouer ce rôle n'a pas assumé sa mission parce qu'il avait une autre mission, esthétique et artistique. Et il y a donc un processus d'artification, pour développer le concept, mais c'est un processus d'artification de la production, qui d'ailleurs a été reprise par certains artistes qui ont dit qu'il fallait dessiner comme des enfants, que l'origine de l'art était dans l'enfance, etc. Toutes sortes de bêtises d'ailleurs qui ont été répandues et auxquelles beaucoup de gens ont cru. Un autre récit s'est constitué. Donc il y a le récit finalement des biais cognitifs, c'est pas comme ça, c'est enfantin, c'est en gros le récit, c'est enfantin et donc c'est pas bon. À partir d'un certain âge, ça n'est plus bon, c'est bon avant, mais à partir d'un autre âge, ça n'est plus bon. Et d'autre part, le récit esthétique, qui est le jugement de goût. Et là, le jugement de goût va porter sur des objets qui ne sont pas destinés à ça, ce sont des objets de communication pour la plupart des enfants. Je prends un autre exemple, on parlera beaucoup plus aux linguistes. Quand les enfants commencent à parler, ils font des combinaisons de mots qui ne sont pas compatible avec la forme normale ou acceptée canonique de la langue. Ça fait sourire, c'est drôle, c'est poétique. C'est poétique. Dimension esthétique. Aussi. Pardon ? Les étrangers aussi. Les étrangers aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les étrangers. Parce qu'il y a une dimension effectivement poétique, esthétique, un décalage. Mais si un enfant fait une faute de langage à 17 ans, donc un ado, ou un adulte à 30 ans, sauf s'il est étranger, c'est une incorrection. On ne va pas dire c'est poétique. La dimension esthétique ne va plus fonctionner. C'est exactement ce à quoi sont confrontés, ce à quoi vous avez été confrontés, moi aussi, Denis aussi, Fanny aussi. C'est-à-dire que nous avons été confrontés à une dégradation des systèmes d'appréciation. C'est-à-dire que topologiquement, ça n'est pas valorisé. Esthétiquement, ça n'est plus valorisé. Et si vous n'avez pas d'apprentissage associé, pour ajouter, dépasser, ce serait dans une idée de développement et de substitution. Non, pour pouvoir multiplier les possibilités graphiques, si vous n'avez pas ces systèmes d'apprentissage, ou si vous n'avez pas vous-même la ténacité, voire peut-être le talent, j'utilise très rarement ce terme, mais quand même je suis obligé de considérer que parfois ça existe. Si vous n'avez pas cette ténacité ou cette possibilité, vous allez faire ce que font 14% des Français. Ils abandonnent. Ils abandonnent. C'est-à-dire une possibilité anthropologiquement majeure, la capacité de représenter des formes dans l'espace pour laisser des traces, est abandonnée dans notre culture pour 94% des gens, dont vous faites partie. C'est un énorme gâchis. Et on voit que ce gâchis est lié à des systèmes d'interprétation qui sont inadéquats. Ce qui se passe quand on dit que c'est beau, un enfant qui produit quelque chose qui était en fait finalement une liste de courses ou la liste au Père Noël, on lui dit que c'est beau. Il va, par un effet rétroactif, réajuster ses productions. Il va faire des choses qui sont considérées comme belles. C'est-à-dire que de moins en moins, il va faire de la production topologique pour produire des scènes colorées qui vont correspondre à l'idée qu'on se fait de la beauté dans sa famille, à l'école, chez ses amis, etc. C'est-à-dire qu'il y a un effet correctif sur les systèmes, une pression qui va s'exercer sur le système graphique. Alors bien sûr, il y a des substituts, la photographie, il y a les logiciels qui peuvent aider, etc. Mais une grande partie de la population se trouve dans la même situation que, d'ailleurs, on peut prendre un autre cas, j'ai parlé tout à l'heure de la poésie de la langue,
perte, des gens qui n'osent plus parler parce qu'ils font des erreurs, et donc quand on les reprend, ils sont humiliés, et donc ils n'osent plus parler, en tout cas pas en public. Mais qui sait chanter? Qui ose chanter? Qui ose danser? Qui ose penser? Moi, je fais prof à tous les niveaux. J'ai été prof en école normale et j'ai donc été formateur d'instituteurs à l'époque, professeur des écoles maintenant, et j'étais dans des écoles maternelles et dans des écoles primaires. Combien d'enfants disaient « j'ai pas d'idée ». J'ai pas d'idée. Qu'est-ce qui se passe dans la compétition des systèmes pour qu'on en arrive à ce processus de deskilling général où des compétences avaient été acquises mais ont été à un moment dégradées et remplacées par un système d'inhibition sociale, pas d'inhibition cognitive, d'inhibition sociale, qui fait qu'on n'ose plus. En fait, c'est pas je ne sais pas dessiner, c'est je n'ose plus dessiner. Je n'ose pas chanter, je n'ose plus chanter. Je n'ose pas danser, je n'ose plus chanter, etc. Je n'ose pas penser. Je pense que c'est le plus grave, finalement. Il y a donc une écologie des systèmes de représentation, et dans cette écologie des systèmes de représentation, il y a un vaste processus de deskilling dans lequel nous sommes responsables et les victimes, pour une grande partie d'entre nous. Voilà, en gros, je dis ce que je voulais vous dire. Il y a un temps de discussion. Oui, oui, absolument. Merci Bernard. En t'écoutant, surtout au début, la première partie sur la description des différents types de topologies, de diagrammes, je n'ai pas pu ne pas penser à la sémétique lodmanienne, à la sémiosphère lodmanienne. Je me demandais si on ne pourrait pas enrichir la sémétique lodmanienne justement à partir de tous ces cas particuliers que d'intersection, l'agencement, etc. Mais à partir de là, et c'est ça ma question, est-ce que la différence entre cette topologie que tu nous as montrée et la sémiosphère et la topologie lodmanienne, ce n'est pas le fait que la topologie lodmanienne elle est définie surtout par sa dynamique. Et je me demande si là, il y a une dynamique, et si cette dynamique pourrait être justement, parce que chez Lodman, cette dynamique, c'est ce qui donne lieu, par exemple, à l'histoire, aux transformations culturelles et aux transformations tout simplement narratives. À un moment donné, tu as évoqué un peu la dimension narrative tout à la fin, mais comme un petit agencement construit justement par la superposition de diagrammes différents. Voilà ma question. Alors, premièrement, je peux répondre sur 2 points. Je suis d'accord avec toi. Il y a une dimension. Il y a plusieurs dynamiques. Il y a une dynamique, on va dire, interne aux signes. Il y a une dynamique interne à la production des signes historiques. C'est d'ailleurs sur ça que j'ai beaucoup travaillé, en essayant de voir si cette dynamique interne avait aussi un répondant dans l'histoire. C'est-à-dire, en quelque sorte, si l'histoire des systèmes de représentation était comparable à la dynamique interne à la production des signes locaux. Je pense que oui, en plus. Je pense qu'il y a un système d'évolution, on le sait, il y a des différents systèmes qui vont être produits, par exemple le système perspectif. Je prendrai juste un cas. C'est un récit très intéressant, ce sont des peintres flamands qui sont invités en Perse et qui sont confrontés, enfin on leur montre des miniatures persanes, et donc ce sont des peintres, je pense que c'est au 17e, 16e, 17e. Donc ils maîtrisent le système perspectif et notamment le système de dégradation de la couleur dans la profondeur. Donc ils sont devant une miniature et c'est celles qui sont un peu gênés devant leurs invités, leurs hôtes persans. Il leur dit, ben oui, mais quand même, il y a un petit problème. C'est que, enfin, un petit problème, bon, j'imagine que la diplomatie des Pays-Bas devait œuvrer. Toujours est-il qu'il y a une confrontation des systèmes de production. D'un côté, les systèmes perspectifs avec dégradation des tons dans la profondeur. De l'autre côté, tous les tons sont vifs et les personnages lointains sont aussi grands que les personnages proches. Donc ils finissent par... C'est long, mais ils finissent par en parler. Et les Persans leur répondent, oui, mais ça, c'est la vie ordinaire.
Nous, on ne représente pas la vie ordinaire. On veut représenter une vie extraordinaire, dans laquelle les couleurs ne sont pas dégradées dans la profondeur, dans laquelle on ne change pas de taille quand on est proche ou quand on est loin. Et donc, ils inversent tout le système de représentation perspective pour dire, mais ça, c'est tellement banal qu'on se demande moins de comprendre. On sait le faire, mais on ne veut pas le faire. Nous, on veut faire un système de représentation qui soit extraordinaire, parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Si c'est pour faire ce qu'on voit, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste un élément de confrontation de systèmes avec une mécompréhension des systèmes. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire. J'ai travaillé avec un groupe de paléontologues, j'ai écrit un gros article sur ce sujet, pour savoir comment, finalement, comment interpréter les traces ou les gravures de 20 000, moins 20 000, moins 30 000 ans. Quel système on va... C'est la grande question. De quel système disposez-vous pour traiter des informations que vous avez et qui n'ont pas d'explication? C'était fait il y a 30 000 ans, dans un contexte que vous ne connaissez pas. Vous supposez qu'il y a eu des pratiques de chasse, qu'il y a eu des pratiques de divination, des pratiques etc., mais vous n'en savez pas grand-chose. Et donc, quel système vous allez mettre en œuvre pour interpréter quelque chose qui finalement est là, et laisse des traces, mais que vous ne savez pas nécessairement interpréter? Bon, donc ça, c'est un petit problème sémiotique, historique intéressant, la projection d'un système dans le temps et sa valeur d'efficacité, d'explication dans le temps. Est-ce qu'il faudrait pouvoir reproduire quelque chose qui était dans le temps? On ne sait pas le faire, on ne sait plus le faire. Ou est-ce qu'il faut quand même réussir à interpréter ou dire, bon, alors là, pour le coup, on ne sait pas, il nous manque trop d'éléments contextuels pour pouvoir interpréter. Je réponds que partiellement à ta question, mais oui, il peut y avoir une approche historique, une approche dynamique. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les gens, par quoi ils commencent, par quoi ils terminent, à quel moment ils butent, dans les tâches qui sont des tâches topologiques de ce genre-là. C'est-à-dire, où le bec doit-il être mis? Tout le reste, à mon avis, c'est facile à faire. Le traitement de la première ellipse, pas de problème. Le traitement de la deuxième, c'est déjà pas si simple. D'ailleurs, beaucoup évitent le traitement de la deuxième, donc pas de première, pas de deuxième. On fait un système complètement 2D et on n'introduit pas du tout d'éléments du cylindre. Le cylindre, on suppose que globalement, il sera compris parce qu'il y a un manche. Alors, il y a d'autres questions. Alors, la première, c'est la mienne. Ensuite, Pierluigi, ensuite Rossana. Alors, moi, je voudrais revenir à tes premières slides, là où tu as parlé de la différence entre image et diagramme. Ça m'intéresse énormément. Lui, il a pensé à Lottman. Moi, je pense toujours à Nelson Goodman. Et je pense que sur la question de l'image, on peut traduire chez Goodman en autographie, c'est-à-dire une densité pleine, une densité représentationnelle pleine. Tandis que, comme le dit Fizette, que tu connais très bien, les diagrammes est une image trouée. Parce oui, qu'effectivement, tu l'as dit, les relations comptent, mais l'expérience moins. Ce qui a fait que j'ai toujours considéré les diagrammes comme inter-expérientiels, qui fonctionnent comme traducteurs en partie ou comme véhicule de comparabilité, de traduisibilité entre différentes expériences. C'est vraiment ça. Alors, je voudrais savoir, dans les exemples que tu nous as montrés, peut-être tu peux y revenir, c'est quand que le diagramme laisse la place à l'image ou vice-versa, selon cette opposition entre image pleine, autographique et image trouée, selon la formule de Fizette. C'est aussi une question que je me pose. C'est-à-dire, à partir de quand on verse dans un système, dans un autre? À partir de quand c'est vraiment topologique, pleinement topologique, donc troué, une grande partie de l'information qui n'est pas que relationnelle est ignorée, pas de texture, pas d'ombre, pas de lumière, etc., pas de dimension pragmatique. Hypertransférable, donc. Donc hypertransférable, par certains côtés, dans une matrice. Un objectif du diagramme, c'est finalement d'arriver à la matrice. Et donc, je pense, en revanche, comme je tentais de vous le montrer, vous n'avez peut-être pas cru, mais qu'une grande partie de votre production, là, par rapport à cette chose que vous avez faite, est de l'ordre topologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas plein, c'est plein de trous. Et
plein d'évitements. Alors, je ne suis pas certain toujours que ce soit des évitements. C'est pas facile, il faut interviewer les gens pour savoir, même en direct, pourquoi, dans le champ des possibles, pourquoi il n'y a pas l'apparition de l'ellipse. Par exemple, dans ton cas, parce que tu ne l'as pas fait apparaître. Est-ce que tu as pensé à un moment que tu devais, pour que ce soit plus lisible, plus efficace, que ton dessin, je vais garder ce nom-là pour ne pas choisir entre images, etc., les diagrammes. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question ou pas du tout? Non, pas du tout. La majorité des gens qui font ça ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une forme prédisposante. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est engagée sans qu'on soit dans l'obligation de s'interroger sur ça. Le seul point qui peut-être interroge, c'est le bec verseur. À la fois parce qu'il n'est pas si connu que ça, que la casserole même, parfois, n'est pas vraiment bien identifiée, que le bec verseur est rare dans les casseroles de votre batterie de cuisine, et que donc finalement c'est une mission comment dire qui pose cet élément-là est un élément qui vient du monde plein et pas du monde à trous. C'est-à-dire que la casserole sans bec est reconnaissable. Donc quand je le demande et quand je dis qu'il faut le faire, c'est parce que je veux faire rentrer cette dimension-là. Et c'est la dimension qui pose problème. Mais comment c'est résolu? C'est résolu par la linéarité de la consigne. Une casserole avec son bec et son manche. Une casserole, bec, manche. La consigne elle-même dicte la production. Si je demande une casserole avec son manche et son bec, j'ai déjà tenté. Avec les droitiers et les gauchers, c'est pas si simple, parce que ça fait des populations avec des variables, etc. C'est pas si simple que ça, puis en plus, il y a des tas de possibilités graphiques. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut changer. Donc oui, je suis d'accord. Par exemple, dans les dessins que je vous ai présentés à la fin, qui sont les dessins qui intègrent le bec à 90 degrés, où on peut faire circuler le dessin de Denis ou celui de Fanny, ces dessins-là sont-ils encore de la même nature? Sont-ils déjà des images pleines, ou sont-ils des images à trous? C'est-à-dire qu'ils ne traitent que des relations, et que ce qui échappe aux relations strictes, pleines, pures, dit Peirce, est exclu. La question du petit trou d'accrochage, là, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la reconnaissance de la casserole. Mais néanmoins, un bon tiers de la population le produit. Parce que, voilà, il est un élément parfois inconnu, dans la destination est inconnu. Donc oui, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs la question de savoir si on n'est pas... Je pense que les dessins sont de différents genres. L'arrivée d'autres traits, les ombres, les effets de matière, le point de vue différent du point de vue de base, de linéarité, montre qu'on est dans deux systèmes de représentation. Je passe la parole à Pierluigi. Oui, j'ai répondu à tes questions. Très bien. Oui, non, très bien. C'est pour moi une question de savoir si toutes les productions de ce type-là entrent dans la même famille ou si déjà il y a des familles et s'il y a des conflits de famille dans la production. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par un type de production et être obligé de glisser vers un autre. Et là, les premiers tracés, donc la dynamique interne, le traçage, fait qu'on ne peut pas y retourner. On ne peut pas y retourner, on n'a pas mis finalement dans le faire ça, on n'aurait pas dû mettre le manche là. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon, finalement, c'est un peu pour rebondir sur le même sujet. J'ai deux questions finalement corrélées, strictement corrélées. La première, sur l'utilisation justement de la topologie, je voudrais comprendre davantage, est-ce que tu mobilises la topologie comme ressource interprétative? Et donc, on peut dire que sur le plan peircien, on passe dans l'interprétation par des quasi-signes, dans ces cas d'ordre topologique, pour développer par la suite l'interprétation, parce que à partir d'une perspective plus large, on pourrait dire que quand je suis en train de regarder un dessin que nous avons réalisé, il y a de la mirologie, il y a de la topologie, il y a un point de vue, donc nous pourrions dire une sorte de mise en perspective. Voilà, donc il n'y a pas que la topologie. Ou bien tu es en train de travailler sur des topologies réalisées en tant que telles, c'est-à-dire avec un statut topologique, sont déjà des images qui doivent recevoir une lecture topologique, et donc il y a une sorte d'encodage. Nous sommes déjà dans l'hypoïcode, et ça change totalement le type de raisonnement, à mon avis, sur comment aborder ces types de dessins. La deuxième question, qui est corrélée, est sur les compétences... Encore une chose, je vais répondre à la première, et peut-être que je répondrai déjà à la deuxième.
Et donc, je poserai la deuxième ensuite. C'est aussi pour pas m'égarer. Bien sûr. Donc, en fait, il y a un état de fait. C'est-à-dire qu'il y a un système de production graphique qu'on peut faire remonter au début du graphisme humain. Et j'ai même travaillé avec des chimpanzés et des bonobos. Eux aussi font des productions. Des chimpanzés et des bonobos qui ont été éduqués à la communication avec les humains. J'étais à l'université de Washington où il y en a plusieurs qui étaient, parce que maintenant les gens qui sont contre l'exploitation des animaux dans les systèmes, dans les sciences, ont veillé à ce qu'ils soient mis dans des zoos où ils sont malheureux comme j'allais dire comme des chiens, mais comme des pauvres singes. Bref. Donc, il existe un système qui se constitue de manière presque transhistorique, de manière presque transculturelle, et qui répond à un certain nombre de propriétés. Et quand on cherche quelles sont ces propriétés, quand on cherche ces propriétés, quand on cherche donc un système interprétatif de ces propriétés, celui qui répond le mieux, c'est le système de type topologique. Pas toutes les fonctions topologiques ou tous les dispositifs topologiques, mais une grande partie. Les 5 grandes bases de la topologie. Et donc, ça permet de caractériser ces productions. Donc, c'est un système à la fois interprétatif et en même temps un système de description d'un système. Si on veut comprendre ce qui se passe là, c'est qu'il y a une sorte de topologie initiale, j'aime bien ce mot-là, parce qu'il évite de dire enfantin, adulte, primitive, etc. Une sorte de topologie initiale qui est mise en œuvre dans la représentation et dans la figuration humaine. Je me souviens c'était Moja, qui est une femelle chimpanzé. J'étais avec elle, enfin il y avait quand même une grille qui nous séparait. Et je ne sais pas comment Moja a trouvé ça, mais elle a trouvé une affiche qui la représentait. Moi j'ai cru que ça la représentait. C'était une affiche du centre d'études des chimpanzés à l'Université de Washington. Et Moja, donc on a une petite relation comme ça. Donc moi je ne maîtrise pas la langue des signes américaines, donc je ne peux pas vraiment communiquer avec elle. Je suis avec un stagiaire qui m'aide. Voilà, et bon, vraiment, mais en tout cas il y a une sympathie, une empathie en tout cas entre Moja et moi. Et ce qui fait qu'elle vient me présenter un dessin, pas un dessin. Elle vient me présenter une affiche qu'elle a trouvée dans l'espace dans lequel ils vivent. C'est une affiche qui représente moi j'ai cru que c'était elle, mais ça peut être aussi un de ses enfants ou un autre. Je pensais que c'était 5 ou 6 si je me souviens bien. Le tatou. J'ai pensé pendant un moment que c'était un autre qui s'appelait Tatou, et je pensais que c'était lui, mais pas mon pas lui. Elle vient vers moi, elle présente l'affiche, qui est déchirée dans plein de points, elle me la présente, elle prend une craie grasse, on leur donne des craies grasses, que la plupart du temps ils mangent. Mais là, elle trace sur le dessin. Moi, je suis pas à ce moment-là, je ne suis pas en train de regarder vraiment ce qu'elle fait, je ne sais pas où prêter mon attention. Je ne sais pas je sais pas ce qu'elle fait, en fait. Mais elle signe. Le stagiaire peut lire. Elle dit lipstick, rouge à lèvres. Et effectivement, c'est du rouge. Et c'est essentiellement sur la partie de la bouche qu'elle a produit ça. J'étais dans un système, moi je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je peux lui présenter ça, une peau de banane, ou un tas de trucs, elle peut signer aussi, et je ne sais pas le lire, donc je ne sais pas quoi interpréter de cette situation, je ne sais pas où prêter attention. Toujours est-il que spatialement c'était le bon endroit, que chromatiquement c'était le bon choix, et que en termes de naming, de nomination de son action et du produit, c'est le bon choix. L'EPSEC. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le système? Est-ce que c'est un système qui est déjà inclus, ce qui est supposé, c'est une de mes premières hypothèses, c'est-à-dire que oui, il y a de la topologie initiale, chez les humains, mais pas que, et que cette topologie initiale s'active dans des hypoïcones particulières, qui sont transhistoriques, transculturelles, trans-âge aussi. Et quand est-ce qu'on s'en aperçoit? En général pas. C'est de la production.
Mais si on prête attention, comme je l'ai fait, bon, je ne suis pas le seul, hein, d'autres aussi sont risqués, alors on voit le fonctionnement de ce système topologique. On le voit à l'œuvre, on peut même le tester, on peut même le provoquer, ce que j'ai fait ici. Et si je prends vos dessins, et que je les mélange avec une pile de dessins spontanés, personne ne saura dire quel est votre âge. Quand j'étais prof en école normale, instituteur, je faisais faire des productions de différents types, je testais de très nombreuses choses. Et je mélangeais ces productions d'instituteurs, j'étais formateur d'instituteurs, j'étais professeur des écoles. À l'époque, on disait instituteur. Je mélangeais ces dessins avec des dessins de leurs élèves, qui répondaient aux mêmes consignes. Et après, je créais un jury d'enfants et d'instituteurs, je demandais, voilà, trier ces dessins. Dans la majorité des cas, c'était impossible. Il y avait quelques cas qui étaient effectivement des images, des hypoïconimages, qui relevaient d'un niveau graphique différent, qui n'étaient pas pleins de trous, qui étaient pleins. Et de cela, on pouvait penser qu'effectivement, c'était des dessins d'adultes, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais pour le reste, la majorité, comme si je prenais tous vos dessins, je demandais quel est l'âge du dessinateur. Massivement dans la population, on dirait 10 ans. Vous n'avez pas 10 ans. Le système topologique que vous avez convoqué, c'est un système qui est trans-âge, c'est un mot, il y a un mot pour ça. Je ne sais pas si je réponds complètement à la première question. Oui, si je peux poser la non, parce que si on reste alors sur cette idée d'une capacité, d'une compétence générale, valable même pour les animaux, etc. Des animaux éduqués, hein, des animaux humanisés. En tout cas, on reste sur le plan d'un calicine, pour l'instant. Et l'interprétation est encore susceptible d'avancer. D'accord. Oui. Si je peux tracer une ligne rouge, est-ce que la ligne va exemplifier le rouge en tant que rouge? Est-ce que je dois prendre comme élément signifiant l'extension de la ligne, la texture de la ligne, etc. On est encore dans les calicines. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple avec Moja, c'est parce que je ne savais pas quoi regarder. Oui. La question est suivante, parce que je voudrais un peu rentrer sur le sujet de départ, c'est-à-dire les diagrammes. Si tu es d'accord que sur le plan des compétences, quand on est en train de lire des calicines, on a une lecture encore flottante, libre. C'est une exemplification encore à définir, instable. Quand on est déjà dans les icônes, on a des compétences visuelles plus sophistiquées de l'ordre, pour utiliser Wittgenstein rapidement, en sorte de voir comment, seeing as, on voit une chose, mais en réalité, parce qu'on sait qu'on doit reconnaître par convention autre chose, ou éventuellement voir une chose à l'intérieur d'une autre chose, seeing in. Quand on est dans les diagrammes, est-ce qu'on a finalement une suspension de cette opposition entre une exemplification flottante et la nécessité d'une interprétation autre, c'est-à-dire d'un interprétant ultérieur, et il y a une sorte de réflexivité du diagramme, c'est-à-dire qu'il semble saturer localement la possibilité de parvenir à une détermination de valeur. Et donc, c'est à partir de ça qui, finalement, il peut fonctionner, même sur le plan de, je sais pas, d'une démonstration, du partage de quelque chose, qu'on a un arrêt, qu'on a un socle, qu'on a une base, qu'il y a un fondement pour continuer éventuellement l'interprétation. Ça pourrait être un élément par rapport à ta question, parce qu'à un certain moment, tu as dit quels sont les éléments finalement qui s'ajoutent au-delà du diagramme. Il y a des choses qui relèvent encore du diagramme, d'autres qui vont au-delà. Alors, si tu vas au-delà, tu vas vers l'hypoïcone, mais alors tu es en train déjà de suggérer que tu dois avoir quelque chose d'autre qui passe par le diagramme fait partie de l'hypoïcone. C'est un des cas de l'hypoïcone. C'est le deuxième. Oui. Je pense que tu veux dire image. Tu voulais peut-être dire image. Oui. Hypoïcone. Tu as dit hypoïcone, mais tu entendais image. Oui. Qui est le premier cas, le premier de l'hypoïcone. Oui, il y a une ambiguïté. Moi, j'entendais une image en tant qu'image dessin. D'accord, et pas l'image dans le sens de Peirce. C'est là que je voudrais un peu te poser la question. Si les diagrammes, finalement, en sorte de suspension entre une sorte de stimuli de substitution, c'est-à-dire on va mettre seulement des propriétés qui devraient immédiatement
suggérer l'exemplification de quelque chose, hein, et la reconnaissance qu'il y a une convention, qui est tous les débats sur l'iconisme qu'on connaît bien, et que les diagrammes, finalement, tu cherches des images, des formes d'expression visuelle pour lesquelles les compétences sont un peu dans l'entre-deux. Et qui permet donc une sorte d'arrêt, parce que c'est un processus de communication, oui, n'est-ce pas? Il y a une négociation sur la possibilité de reconnaître... C'est une transaction. Ouais. Alors, c'est pas facile de répondre à ta question. Néanmoins, je me dis... Tout d'abord, je ne cherche pas les diagrammes purs. C'est pas ça l'objectif. Moi, je suis devant un état de fait, des productions. Devant, là, c'est artificiel, parce que c'est une commande ici. On était dans une situation un peu particulière, avec quelque chose qui a été choisi par moi comme étant déjà à la base problématique, susceptible de faire apparaître justement des problèmes de conflit ou d'inhibition face au système de représentation dont vous disposez. Dans la plupart des cas de ce que j'étudie, ce sont des systèmes hybrides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagramme pur au sens ni de la topologie, ni du diagramme des hypoïcones persiennes. Il y a toujours, il y a souvent, on ne peut pas dire toujours, il y a souvent des hybridations qui font qu'il y a un peu plus de plein qu'il devrait y en avoir si on était purement dans la topologie, et que ce plein ne déborde pas, mais il peut être nécessaire parce que finalement, soit on lui prête attention et c'est excessif, soit on ne lui prête pas attention et c'est décoratif, et c'était, voilà. Donc, je suis devant des systèmes hybrides parce qu'à la base, il n'y a pas une volonté de maîtriser un système. C'est un système qui s'autoproduit par imitation, par contagion, par récompense, par stimulation. C'est un système qui s'autoproduit. Moi, je n'étudie pas un système qui est fabriqué de l'extérieur à la commande, j'étudie un système qui se déploie un peu partout dans le monde, pourvu que ce soit en gros des humains ou des animaux humanisés. Certains éléphants arrivent à une production qui peut éventuellement se rapprocher, mais ils ont été humanisés. Donc, je vais prendre un autre. Quand tu me parlais comme ça, j'ai eu une évocation de quelque chose qui est relativement. Que vous connaissez peut-être. C'est un jeu qui s'appelle, si je ne me trompe, Pictographie. Oui. Je te réponds plus. Pictionary. Je vais très vite. Pictionary. C'est un jeu dans lequel tu prends un truc, tu prends un mot, et tu dois représenter ce mot le plus vite possible pour les membres de ton groupe. Donc il y a une compétition de vitesse. Ce jeu a été transposé à la télévision. Et il y avait des invités qui étaient des dessinateurs, des designers, des graphistes. En fait, ce qui était intéressant, c'est que vous, monsieur et madame tout le monde, quand ils produisaient un pictogramme, un diagramme, le taux de reconnaissance était très élevé. Parce que ça correspondait, en sciences cognitives, on appelle ça un schéma du niveau de base. Quand c'était un graphiste ou un artiste ou un spécialiste, il ne commençait pas par mettre les éléments les plus discriminants, les plus élémentairement reconnaissables. Il commençait par un bout, il allait terminer, on ne comprenait pas ce qu'il faisait jusqu'au moment où hop, la ligne se termine. Donc il y avait là un système d'efficacité des représentations du niveau de base dont la topologie était minimaliste. Dès qu'il y avait des éléments d'image autres, plein de détails, avec une perception, une vue, un angle de vue, des éléments périphériques, etc., dès que c'était plus plein, le temps de reconnaissance était beaucoup plus long, voire pas de reconnaissance. Donc c'était intéressant à observer, parce que je ne pouvais pas, c'est difficile, je ne pouvais mentalement reconstituer, mais c'était très intéressant à observer. C'est-à-dire que plus tu t'approches du système topologique du niveau de base, plus la reconnaissance est rapide et forte, et plus la production est rapide et efficace. Ouais, ça répond, parce que bien sûr, les systèmes sont en compétition, les systèmes sont hybrides. Il n'y a personne qui dit non, ça ne fait pas partie. Ton dessin n'est pas topologique, tu enlèves ça. Non, le trou, il ne faut pas le mettre. Non, pas d'ombre. Non, le bec, personne ne dit ça. Ce n'est pas dicté. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de normes. Ça se produit, ça se fait. Ça se fait jusqu'au moment où ça se fait plus. Parce que le système n'est pas assez résistant pour traverser. Je passe la parole à Rossana. Tu veux venir ici proche du...
Je suis désolé. Merci beaucoup pour l'intervention. Je ne sais pas où je dois me mettre ici. Ok, ça va. Oui. Merci, bonjour à tout le monde. En fait, j'ai amené la feuille parce que je voulais poser justement une question sur l'expérience qu'on a faite. Non, pas pour la voir. C'est moi. J'aimerais la voir. Je simule. Alors, quand vous nous avez donné les consignes, vous avez fait le tour et vous nous avez donné une feuille, mais vous nous l'avez donnée comme ça. Et on sait que dans notre système de lecture, on a l'habitude de lire comme ça et d'écrire comme ça. Après, vous avez dit, prenez un crayon. On utilise normalement des stylos. On n'utilise presque plus des crayons. Non, j'ai hésité, crayon ou stylo. Moi, personnellement, je dis non, je ne vais pas leur filer mes stylos. Après, vous nous avez donné des consignes. Une flèche, 30 secondes après, la tasse, etc. Donc, ce que je veux dire, je passe par l'exemple, parce que je dis, il y a des consignes, vous l'avez un peu évoqué dans ce que vous disiez à Madame Joule, des conditions de production très précises qui font que, disons, pour répondre à votre consigne, nous avons le geste graphique aux limites de contrainte, de linéarité et de production. Vous avez raison. Donc, c'est conscient. Pour obtenir les résultats que je souhaite obtenir ici, voilà. je vise. Sinon, pourquoi vous demander de tracer une flèche du temps? Je m'en fiche de la flèche du temps. Ça permet effectivement de voir la latéralisation des gens qui la produisent. Ah, peut-être que vous avez une question derrière? Non, parce que la question arrive. D'accord, non, je suis d'accord avec vous, c'est déjà préorienté. Alors, après, vous nous avez dit, maintenant, il ne faut plus toucher, il ne faut plus repenser. Oui. Donc, comme le disait Pierre-Louis, la dimension logique, le point de vue, etc., on a, sans possibilité de revenir en arrière, on n'a pas pu avoir la possibilité de corriger notre propre dessin, ni de sortir âge que vous avez dit, ce dessin qui appartient à ce genre de dessins rapides, etc., n'est que l'effet de certaines conditions de production. Et alors, si on modifie quelques paramètres de vos conditions de production, on perd peut-être l'homogénéité des résultats. Donc, ma question est, comment intégrez-vous la question des conditions de production du dessin de l'expérience dans votre réflexion? Alors, premièrement, c'est un test. Deuxièmement, c'est une expérience. Troisièmement, j'ai testé les feuilles à l'horizontale, les feuilles avec des petites cases dans lesquelles il fallait déjà, qui étaient prédessinées, préorientées. Ensuite, pendant un moment, j'ai hésité sur les trois composants, la flèche, la tasse, la casserole. Il y a eu des chevaux, il y a eu des papillons, il y a eu pour l'évaluation des symétries, etc. Toujours avec derrière l'idée de la topologie qui pouvait être mise en œuvre. Mais bien sûr que ici notamment, j'avais intérêt à ce que ma démonstration soit la plus efficace possible. Donc je maîtrise les conditions de production. Parfois, je ne donne pas de feuilles. Là, je me suis dit, bon, il y en a qui vont arriver les mains dans les poches, il y en a qui n'auront pas de crayon comme moi, et qui vont demander, ça va rallonger le truc, ça va être compliqué. Il y en a beaucoup qui finissent sur un ticket de métro, etc. Donc là, j'ai maîtrisé les conditions, y compris pour des raisons y compris temporelles, parce que je sais qu'on déborde, etc. Donc la feuille, les crayons. Je me suis demandé, j'en ai pris de toutes sortes, j'ai ramassé tout ce que j'avais chez moi. Il ne faut pas que je donne des crayons à gomme. Parce que si je donne des gommes, non mais j'ai un objectif, j'ai une intention, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais et je sais ce que je veux. Je veux faire une démonstration dont les conditions périphériques seront maîtrisées. Qu'est-ce que ça donnerait si je faisais autre chose? Merci. Même chose. Excusez-moi, on ne peut plus relancer le débat. Non. Parce qu'on est très en retard. Oui. On va faire une petite pause de 7 minutes, pas plus. Disse Vascona Lebroni. On reprend pour écouter Francisco Lamenti. N'allez pas, on ne peut pas aller dans les toilettes à droite dans la salle. Voilà.